Alors, il y a quelques jours, semaines, oh là là, ça passe tellement vite, je trouve une lettre qui s'intitule Lettre au ministre de l'Éducation, donc version finale, et c'est une lettre d'Ariane Vitalis. Alors, je vais vous lire juste un début et ensuite je vais vous la présenter. Cher Monsieur Blanquer, je m'appelle Ariane Vitalis, j'ai 28 ans, je vis en Avignon. Je suis diplômée du Master 2 Stratégie du développement culturel créé en 1996 par Emmanuel Etis, aujourd'hui recteur de la région académique Bretagne. Mon mémoire de Master 2 mention très bien a été publié en mai 2016 dans une maison d'édition. Je vous en joins un exemplaire. En tant que jeune sociologue de la culture très ancrée dans son époque, je souhaite vous faire part de constats importants à propos de la situation politique et sociale déclenchée par le Covid-19. Un peu avant le 11 mai 2020, date du déconfinement, le ministère de l'Éducation publie une fiche intitulée Covid-19 et dérives sectaires. Dans ce document sont évoqués les pseudo-praticiens qui conseillent de boire un jus de légumes, de pratiquer le jeûne ou des bains froids pour résister au coronavirus, les offres de pratiques de développement personnel dites alternatives, complémentaires ou non conventionnelles, les thèses complotistes, tout ça évidemment entre guillemets, les leaders des groupes apocalyptiques, les explications ésotériques. Et le 26 mai 2020, le ministère de la Culture lance un appel à projet national pour renforcer l'esprit critique dans le but, entre autres, de déconstruire les théories complotistes diffusées massivement en ligne, de décrypter les fausses informations dans le domaine scientifique et médical. Et en fait, ça continue comme ça. Donc, tu as un quart d'heure, Ariane, de lecture à peu près que tu proposes à ton public. Moi, je ne vais pas lire toute la lettre et je vais inviter les gens, parce que je le mettrai sous la vidéo, d'aller le lire ensuite s'ils ne l'ont pas vu. Bonjour Ariane, tout d'abord. Bonjour. Donc, effectivement, tu es une jeune sociologue, mais j'ai vu sur ton profil Facebook que tu es artiste, exploratrice, auteur, justicière. C'est ton côté justicière qui t'a fait prendre le stylo pour écrire au ministre? Ah oui, sans doute. En fait, c'est vrai que j'ai publié un livre qui s'appelle Les créatifs culturels, l'émergence d'une nouvelle conscience en 2016. Et c'était mon mémoire de Master 2. Et c'est vrai que la situation actuelle, en fait, fait vraiment écho à ce que moi, j'ai pu travailler avec ce livre, enfin, avec les thématiques que j'ai pu aborder. Donc, c'est vraiment, cette lettre, elle est vraiment en cohérence avec mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai juste survolé ton blog et j'ai lu aussi un petit mot. Alors, tu me diras si c'était vraiment quand tu avais 17 ans, quand tu as écrit ce petit mot. C'est: je m'appelle Ariane, j'ai 17 ans, je suis athée et j'écris pour changer le monde et peut-être que vous aussi. Tu avais vraiment Oui, 17 ans quand tu as écrit ça? oui, oui. C'est extraordinaire. D'où te vient ce goût de l'écriture? Moi, j'ai toujours écrit depuis que j'ai 12 ans. En fait, j'écris régulièrement des pensées, des réflexions. Voilà. En fait, j'étais un peu une adolescente un peu à part quand j'étais au collège. Et j'avais plein d'idées, j'avais plein de pensées, de réflexions, mais je ne savais pas avec qui partager. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis mise à écrire. Un blog. Et tu J'avais des as, choses à dire, voilà. oui. Et alors, justement, ce blog, il est indescriptible. Tu parles de psychologie, mais aussi de sociologie. Mais quand tu avais 12 ans, en fait, c'était tes centres d'intérêt étaient quoi, par exemple? Ah, moi, je m'intéressais beaucoup à la religion. En fait, j'étais dans un collège catholique et ça me posait beaucoup de questions. Il y avait quelque chose qui me dérangeait en fait dans mon collège. En même temps, j'adorais mon collège, mais il y avait quand même quelque chose qui me dérangeait. La messe, tout ça, je sais pas. C'était voilà. Et du coup, j'étais un peu révoltée en fait. Je me sentais vraiment en révolte avec la société, d'autant plus que je me sentais pas très épanouie quand j'avais 13 ans. Voilà. Bon, en même temps, Et c'est normal, hein, c'est l'âge un petit peu ingrat, on dit, hein. oui, oui, oui. Mais c'est pour ça que je me suis mise à écrire. Et c'est vrai que j'avais des centres d'intérêt très particuliers. J'étais gothique, sataniste, voilà, un peu. Je m'intéressais à des choses comme ça, mais c'est vrai que j'étais vraiment très curieuse.
je m'intéressais beaucoup aux sciences humaines en fait en général, mais dès 12-13 ans en fait. C'est ce qui t'a mené vers ce master, vers les études que tu as faites ensuite? Alors, j'ai commencé avec des études en lettres modernes. Donc, j'ai un master 1 en lettres modernes. Et après, c'est vrai que j'ai eu envie de m'orienter un peu vers autre chose. Ce qui me dérangeait finalement dans le côté. Dans lettres modernes, en fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup. Il n'y avait pas assez d'action, en fait. C'était un peu que de la théorie. Et j'avais envie un peu de faire des choses plus concrètes, on Par va dire. exemple? Et ben, l'idée de faire un stage, tout ça, c'est vrai que ça me parlait bien. Et puis même, j'avais envie d'ouvrir mon champ d'horizon. Et donc la sociologie, etc. C'est vrai que la culture, l'art, la communication, c'est vrai que ça me parlait bien. Et donc, j'ai fait un master 2 en culture et communication. C'était il y a Et 5 ans. alors, quand on te demandait quand tu étais petite quel métier tu voulais faire, est-ce qu'aujourd'hui tu fais le métier dont tu rêvais? Alors, alors j'ai voulu être chanteuse et non, je ne suis pas Ah devenue non! chanteuse. Après, c'est vrai que je voulais vraiment j'ai toujours voulu changer le monde. Donc, je dirais que oui, sur ce coup-là, je suis plutôt active dans cette direction. Donc, changer le monde, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'était dans une optique de réenchantement. En fait, ça, c'est un terme que j'aime bien aussi. C'est une notion que j'aime bien, le réenchantement. D'ailleurs, tu as un Donc, site ouais. qui s'appelle Le Monde Réenchanté. J'ai essayé de cliquer aujourd'hui et Ouais. il Le fonctionne site, pas. non, le site internet a été piraté, donc malheureusement. Alors, en fait, après l'université, je me suis lancée dans un projet que j'ai créé moi-même qui s'appelle Un Monde Réenchanté. Et donc, l'objectif, c'est d'aider les jeunes entre 18 et 30 ans à vraiment trouver leur vocation, réaliser leurs aspirations, leurs rêves. Et en même temps, voilà, mais surtout dans un cadre professionnel qui puisse vraiment s'épanouir en mettant leurs talents, déjà identifier quels sont leurs talents et puis les mettre au service d'une société écologique, solidaire, C'est créative. pas évident ça. Moi, je me rappelle quand j'avais 18 ans, je savais même pas ce que je voulais faire, je savais même pas ce que j'aimais. Donc, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est pareil? Vous avez les mêmes questionnements ou vous avez l'impression finalement de savoir un petit peu plus tôt ce que vous voulez? Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Mais je pense qu'on est tous aussi perdus dans ce monde. Mais c'est vrai que bon, il y a quand même de plus en plus de coachs, entre guillemets, enfin des personnes, on va dire, ressources qui sont de plus en plus présentes pour aider les jeunes à débloquer la créativité en fait, parce que c'est vrai que souvent on a des idées, mais elles sont un peu bloquées et c'est difficile parfois d'avoir une vision un peu plus large pour se dire mais oui, c'est ça que j'aime. Et voilà. Donc, est-ce que toi, tu travailles dans l'éducation aujourd'hui ou tu es vraiment une indépendante? Alors pour l'instant, je ne travaille pas. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 5 ans, j'ai terminé mes études, donc j'étais à l'université d'Avignon. Et je me suis lancée directement dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Donc en fait, j'ai créé mon projet, en fait, clairement. Donc c'était beaucoup de travail. Donc oui, c'est du travail, même si j'étais pas rémunérée, mais c'était beaucoup de plaisir de faire tout ça. Donc on a organisé en fait un voyage au Maroc pour des jeunes en quête de sens qui veulent contribuer à un monde plus solidaire et créatif et écologique. Et donc pendant 15 jours, on a amené 10 jeunes venus de toute la France. On a lancé un appel à candidature nationale et sur 63 jeunes, 10 ont été sélectionnés. Et donc, on est parti en 2017 à la rencontre de pionniers. Donc, on les appelle les pionniers. Donc, c'est des personnes qui ont mis en place des projets inspirants, qui ont une pensée, qui sont des artistes, des philosophes, voilà, bon, des gens qui sont à la fois des personnes qui œuvrent concrètement pour, qui créent des projets concrets pour réenchanter le monde, on va dire, mais aussi des personnes qui sont plus dans la pensée, la philosophie, l'art, beaucoup l'art et la culture. Et donc les jeunes ont rencontré ces personnes-là et en même temps, ils étaient accompagnés par des coachs pour apprendre à mieux se connaître, identifier leur génie, leurs talents.
Donc, tu avais fait quoi, voilà. un crowdfunding Ouais, pour tout à financer tout fait. ça? Tout à fait. On a récolté 6 200 euros et les jeunes ont payé à peu près 400 euros de contribution. Et au final, on a quand même pu partir à 15, donc 10 jeunes entre 18 et 30 ans. Et 5 personnes de notre équipe, dont un réalisateur qui a fait un documentaire sur le projet, qu'on a présenté à Avignon devant un public de 200 personnes. Ça devait être super émouvant de raconter cette aventure. Oui, oui, c'était très émouvant. Et les jeunes ensuite ont témoigné de ce qu'ils avaient vécu. Voilà, c'était toute une aventure à la fois intérieure et extérieure. On a été dans le Sahara. Bon, c'était très, très, très vivant. Et aujourd'hui, tu es encore en contact avec ces jeunes? Oh, oui, 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 on fait le nouvel an ensemble tous les ans depuis 3 ans. Donc, il y a vraiment une grande solidarité qui a émergé. Et puis, les jeunes ont pu finalement mieux se connaître et donc mieux s'orienter. Donc, il y a vraiment eu De belles des rencontres et clics. Hein. Ouais, de belles prises de conscience, quoi. voilà. Et toi, est-ce que le fait d'être avec ces jeunes, finalement, tu t'es dit, ah bah tiens, je ne suis pas toute seule finalement à penser, parce que quelque part, quand tu as commencé à t'éveiller, à être curieuse, etc., tu avais l'impression d'être un peu une extraterrestre, non, dans ton euh, Oui. environnement. Oui, tout à fait. J'ai souvent eu ce sentiment-là, notamment quand j'étais à l'université, enfin au lycée, enfin pendant toute ma scolarité. C'est-à-dire que je fréquentais pas trop des gens qui pensaient comme moi. Mais dès que j'ai pu en fait terminer mes études, là, il y a vraiment eu et que j'ai commencé finalement à me choisir par moi-même. Bah là, j'ai pu rencontrer des gens au niveau national notamment, enfin avec qui j'étais vraiment en résonance. Hmm. Et puis le fait de publier mon livre, enfin, qui était mon mémoire de Master 2, ça a été vraiment un tremplin pour moi parce que beaucoup de gens m'ont contacté et j'ai fait des conférences partout en France. Donc c'était vraiment un espace de rencontre qui était important. Génial. Et ces conférences tenaient toutes sur ton livre ou tu as accepté de sortir du cadre de temps en temps? Ah bah du coup le prétexte c'était le livre mais on abordait plein de choses à côté et notamment j'ai pu aborder mon projet mais c'est aussi un espace voilà où les gens peuvent exprimer peuvent parler d'eux peuvent témoigner de plein de choses. Hmm. Donc, Et alors, oui. quand on en revient à cette lettre au ministre de l'Éducation nationale, ton envie, c'était d'interpeller le ministre, mais pas que. Tu t'adressais aussi quelque part à tous les gens comme moi, ou de ton âge, ou plus vieux, ou plus jeune. Quelle était ton idée derrière la tête quand tu as écrit Oui, cette lettre? effectivement l'intention c'était déjà de sensibiliser le ministère à certains sujets qui ne sont pas forcément dans son raisonnement de pensée mais aussi de partager au grand public. C'est vraiment une lettre ouverte qui a été publiée dans le magazine Nexus. Elle a été lue plusieurs fois. Et c'est vrai que pour moi, l'intention, c'était vraiment aussi d'aider les gens à avoir peut-être un peu plus clair sur certains sujets par rapport au coronavirus, Hmm. notamment sur tout ce qui est les théories du complot. Voilà. Comme moi, Oui, j'ai un parce peu que étudié tous ces sujets. Voilà. eh ben, oui, et c'est vrai que quand on te dit ah ça fait du bien parce qu'on se dit ah ça y est parce qu'on est tellement euh, tout ce qui va à l'encontre de ce que dit le gouvernement est taxé de complotiste au final. Si on Oui. rentre pas dans les cases, dans le cadre, eh ben on est complotiste. Donc toi, cette théorie justement, tu veux la faire exploser et tu veux mettre la lumière dessus. Moi, ce que j'essaye d'apporter, c'est de dire, c'est peut-être pas tant un complot que ça, en fait. Et peut-être avoir un nouveau regard sur ce qu'on appelle théorie du complot. Déjà, comprendre de quoi il s'agit, comment ce terme il s'est développé dans l'histoire. Enfin, voilà, essayer d'avoir un peu une réflexion là-dessus. Et par ailleurs, moi, j'ai fait un peu pas mal de recherches sur tout ce qui est l'Atlantide, les extraterrestres, enfin plein de choses que justement on pourrait qualifier d'ésotériques et de dire
c'est une vraie question. Est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que ça a existé? Est-ce que, par exemple, l'Atlantide, enfin, c'est de la mythologie ou c'est de l'histoire? Bon, bien sûr, on n'a pas de traces pour prouver, mais pour l'instant. Donc voilà, je pense que c'est des réflexions qui vont être d'actualité dans quelques temps. Je pense que là, on vit vraiment un changement de civilisation. Il y a vraiment un shift profond. Le Énorme, coronavirus, c'est un énorme. peu Ouais. la goutte d'eau quoi, qui fait déborder le vase. Et même si on a l'impression d'être un peu dans les ténèbres Alors, certains jours. Tu éclaires justement ceux qui ne savent pas et qui se disent bah, peut-être que moi aussi je suis dans la théorie du complot. Donc, tu dis que durant ton mémoire de recherche qui portait sur la thématique des créatifs culturels, tu l'as dit tout à l'heure, un vaste groupe socio-culturel qui serait à la pointe du changement social et qui a été mis en évidence par le sociologue américain Paul Ray et par la psychologue américaine Sherry Anderson. Il regroupe des individus ayant en commun d'adopter une vision globale et intégrale du monde et le partage d'un ensemble de valeurs. Les individus composant ce groupe socio-culturel, nous dit Wikipédia, cherchent notamment à favoriser la faible dépendance vis-à-vis des modes de consommation industrialisés, à favoriser le développement personnel et spirituel, à remettre l'humain au cœur de la société, à refuser les dégradations environnementales. C'est merveilleux. Moi, j'entends un jeune, enfin même un plus vieux, mais je veux dire, c'est tellement merveilleux. À ton âge, je pense que je te l'avais écrit la dernière fois, c'était le genre de sujet qui me passait mais largement au-dessus de la tête. Et est-ce que tu as remarqué justement que les jeunes s'intéressent vraiment beaucoup plus à tout ce qui est l'humain, le vivre ensemble, le bien vivre ensemble et pour la planète aussi? Tout à fait, il y a vraiment, notamment chez les 18-30 ans, on va dire, il y a vraiment un intérêt très fort pour l'écologie, l'économie sociale et solidaire, enfin la quête de sens en fait, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, les jeunes, ils débarquent sur le marché du travail, ils se disent, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Et dans tous les secteurs, en fait, hein, finalement, dans tous les secteurs, c'est-à-dire autant dans la fonction publique que dans le privé. Enfin, il y a vraiment une interrogation. Et c'est vrai que moi, dans mon bouquin, qui est là d'ailleurs, j'ai vraiment essayé d'analyser les formes contemporaines, c'est-à-dire concrètement comment ça se manifeste aujourd'hui, cette thématique des créatifs culturels, et en même temps d'avoir un point de vue un peu historique, c'est-à-dire que je parle des mouvements hippies, la Beat Generation, le romantisme au 19e siècle. Enfin, j'essaye d'aborder un peu la chronologie depuis le 19e siècle, où on a vraiment eu une opposition finalement à tout ce qui est le désenchantement du monde, en fait, finalement. La rationalisation, la mécanisation. Et quand tu écris ça au ministre, est-ce qu'il te répond? Enfin, est-ce qu'il t'a répondu à ce jour? Parce que cette lettre, elle date du 25 septembre. Pas de réponse encore? Non, j'ai pas eu de retour pour l'instant. Enfin, j'ai pas eu de retour. En revanche, tu en as eu énormément de gens comme moi qui t'ont découvert grâce à cette lettre ou à autre chose. Mais en tout cas, moi, c'est grâce à cette lettre que j'ai découvert Ariane Vitali. Je me dis, mais qui est cet extraterrestre, jeune écolo, artiste? Alors, c'est rigolo aussi sur ton blog, tu mets cher artiste, utopique, ami crédule, voyageur intergalactique, prêtre exorciste, terrien terre à terre, ou encore humain humainement original. Vous êtes chaleureusement accueillis sur ce splendide Skyblog. Donc, est-ce que cette lettre, on la retrouve sur ton blog aussi? Parce qu'il y a tellement de choses, je ne l'ai pas vue. Mais Alors, ce blog-là, je l'ai créé, j'avais 13 ans. Cette phrase que tu viens de lire, je l'ai écrite, j'avais 14 ans. Donc, c'est vrai que pour le coup, c'est très ancien. C'est un blog qui a beaucoup d'importance pour moi parce qu'il y a toute mon adolescence de mes 13 ans à 21, 22, 23 ans qui est écrit. Donc, c'est assez fort.
tout mon cheminement de pensée, il est là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plutôt un site internet qui est arianevitalis.com. Et j'ai lancé aussi je suis sur Medium aussi où je poste pas mal d'articles. Donc c'est arianevitalis.medium.com. Je mettrai de toute façon tous ces liens voilà. sous la vidéo. Où je poste des textes. Alors moi j'écris aussi de la fiction, j'écris des nouvelles, ce qu'on pourrait appeler de la réelle fiction, c'est-à-dire de la fiction, mais bon, c'est entre la réalité et la fiction, on va dire. Tu as écrit quelque chose sur le monde d'aujourd'hui avec le Covid? Oui, j'ai beaucoup écrit sur le coronavirus. Enfin, j'ai pas mal écrit. Ouais. Et donc, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours sur la lettre à Jean-Michel Blanquer et ça fait vraiment plaisir. Alors, quelles sont justement les réactions des gens que tu as pu avoir? Alors, il peut y avoir le grand public, mais il peut y avoir d'autres personnes, peut-être un peu plus connues, qui t'ont fait un retour aussi? Non, c'est plutôt le grand public, on va dire. Surtout le public des gens qui lisent Nexus, donc le magazine Nexus, qui est un magazine, on va dire, qui s'intéresse à des sujets autour de l'histoire alternative, la science alternative, on va dire. Bon. Qui peut être qualifiée de pseudo-science, mais bon, on ne sait pas si c'est la science du futur ou si c'est pas scientifique, bon, c'est toujours la question. Mais voilà, j'ai eu beaucoup d'encouragement et je pense que ça a pu aider des gens à avoir un regard en fait sur la, parce qu'il y a beaucoup de censure en fait. Hein. Moi, plusieurs fois j'ai eu des messages de Facebook en fait me disant que ce que je postais n'était pas vrai ou que je ne pouvais pas poster certaines choses. Donc il y a vraiment. Tu le signales d'ailleurs aussi dans ta lettre. Ouais. En disant finalement qui peut juger de quelque chose, d'un écrit ou d'un autre, ou d'une vidéo ou d'une autre. Quelque part, on n'est plus dans la libre expression si on interdit des choses comme ça. Oui, et quand bien même ce ne serait pas juste, il n'y a pas de quoi en faire une maladie, quoi. C'est le cas de le dire. Voilà. Bon, je pense qu'il y a quand même un vrai problème qui est en train de naître avec. C'est un peu les effets collatéraux, en fait, hein, finalement. Donc, je pense c'est important, en fait, que les gens puissent se forger une opinion personnelle et puissent savoir. Comme moi, je me permets parce que je pense que j'ai quand même une certaine légitimité, entre guillemets, parce que j'ai quand même étudié certains sujets à fond, vraiment à fond. Notamment sur ce qu'on appelle les théories du complot, sur des sujets comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on appelle justement pour celles et ceux pour qui c'est du chinois, qu'est-ce que tu pourrais dire pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une théorie du complot? Pour moi, ce que je vois en fait quand on parle de théorie du complot, c'est qu'il y aurait des personnes en fait qui veulent le mal du plus grand nombre. Voilà. Donc c'est vrai que quand on parle de ça, on est un peu prophète de malheur et c'est jamais c'est jamais très agréable. Mais c'est pour ça que moi j'ai vraiment envie d'être complètement avant tout d'être centrée sur le positif, c'est-à-dire avant tout de tenir une parole orientée sur ce qui fonctionne plutôt que sur ce qui ne fonctionne voilà. pas. Tout à fait, mais en même temps, j'ai pas envie d'être une bisounours entre guillemets et de ne pas. J'ai envie de parler aussi des choses sombres entre guillemets. Voilà, j'essaye d'avoir un équilibre entre les deux parce que de toute façon, c'est jamais très porteur de dire bon, effectivement, il y a peut-être des élites sombres entre guillemets qui veulent pas le bien des gens, mais c'est vrai que une fois qu'on a dit ça, bon. C'est vrai que qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et c'est quelque chose d'un peu désespérant, en fait. Hein. Ça nous rapproche de la collapsologie, de tout ce qui touche à l'effondrement, mais s'il n'y a pas d'espoir, alors que moi, j'ai une vision du monde qui est l'inverse de ça, quoi. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment à un monde de joie, quoi. Moi, clairement, je suis une fille qui trouve pas à s'épanouir, à épanouir ce qu'elle a en elle, quoi.
Donc, c'est pour ça, là, je suis encore en train de chercher, je cherche encore ma voie. et, Et cette vision positive du monde, elle serait, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est utopiste encore aujourd'hui par rapport à ce que tu penses, ou c'est quelque chose que tu vois émerger et que finalement tu es en train de te dire on est sur la bonne voie, on y va là, on y va? Ah oui, oui, je pense qu'on est, on est sur la bonne voie, c'est-à-dire, je pense qu'effectivement, il y a un pic de choses de mal, enfin, c'est peut-être pas le terme de mal, mais il y a quand même beaucoup de choses sombres qui émergent en termes de propagande, de manipulation, euh, par rapport à tous les effets collatéraux du coronavirus. Et je pense que c'est un mal nécessaire parce que ça va permettre, je pense, effectivement, dans les prochaines années, de faire émerger des nouvelles voies et d'avoir un nouveau leadership. Donc ça, j'y crois vraiment. Je pense que on va vraiment vers de nouvelles figures en fait qui vont à la fois dans le monde politique, à la fois dans le monde scientifique, dans le monde économique. Enfin, des personnes qui sont vraiment inspirées, mais au sens qui sont des gens bien en fait, qui veulent vraiment le bien des gens en fait. Enfin, parce que clairement, j'ai l'impression que c'est un peu le sujet aussi de se dire, mais la bienveillance, vouloir vraiment honnêtement et sincèrement de vouloir le bien de l'autre en fait. Mm. Et donc je pense qu'on va vers un nouveau leadership mondial en fait, au niveau politique, au niveau. Voilà, j'allais te dire, comment tu vois la politique dans les prochaines années? Je pense qu'il va y avoir un reset, clairement, une remise, enfin, oui, un effondrement et puis un renouveau, je dirais. Ce qui est plutôt chouette comme vision, parce Donc, qu'effectivement, c'est pas l'effondrement et puis après, il n'y a plus rien, quoi. voilà, c'est. Moi, je m'intéresse beaucoup, comme je te le disais, je me suis beaucoup intéressée à la religion. J'étais dans un collège catholique quand j'étais au collège, puis au lycée aussi. Et par imprégnation de gamine, en fait, hein, je connais pas mal de choses. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de courants de personnes qui disent on est dans les temps de l'apocalypse. Donc, en fait, c'est très positif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment l'ancien monde qui se barre, quoi, hein, qui, qui s'en va et qui laisse place à des gens comme toi, comme moi, qui Oui, ont parce que vraiment envie d'apporter quelque l'apocalypse, chose, moi quoi. aussi, j'ai été en collège catholique et pour moi, quand j'entendais parler de l'apocalypse à l'époque, c'était ouh là là, c'est la fin du monde, c'est l'horreur, etc. Effectivement, quand on regarde la définition de l'apocalypse, c'est pas du tout ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on avait cette image aussi négative de l'apocalypse? Alors moi, ce que je pense, ce que je vois, c'est que effectivement, apocalypse, ça signifie la levée du voile. Donc c'est le moment de vérité, ça signifie révélation. Moi, ce que je vois, c'est vraiment effectivement un moment quand même d'écroulement, donc d'effondrement. Et après cet effondrement, c'est l'histoire un peu du renouveau avec le printemps, hein, Oui, un nouveau printemps en fait après, mais une nouvelle civilisation en fait, clairement. Et dans mon livre sur les créatifs culturels, j'ai vraiment expliqué que c'est l'histoire de la masse critique. C'est-à-dire quand on atteint une certaine masse critique, je crois que c'est 30 ou 35% de la population, quelque chose comme ça, il y a vraiment un basculement qui un entraîne basculement. Ouais. les autres. Et je pense que là, on est vraiment Ouais, à ce tu point connais de la théorie basculement. des 100 singes, des 100 singes. Oui, oui, tout à Oui, fait. c'est un peu ça aussi, parce que c'est Mm. l'histoire de ces 100 singes raconte qu'il y a une guenon qui trouve un outil pour casser une noix et pouvoir manger la noix facilement. Et au début, elle est toute seule dans cette tribu de singes. Ensuite, elle est copiée. Et puis, à un moment, on ne sait pas pourquoi, comment, à l'autre bout de la planète, il y a des singes qui commencent à faire la même chose alors qu'ils Ouais. n'ont eu aucun contact. Donc là, Ah, on parle aussi un petit peu de la même chose, c'est-à-dire quand on va passer
ce basculement on va arriver à ce nombre de gens qui ont des prises de conscience, qui ont envie d'un monde plus positif, plus heureux, plus humain, peut-être aussi, de remettre l'humain au cœur de notre vie. Là, qu'est-ce que toi, en tant que jeune, comment tu as accepté ou en tout cas accueilli la nouvelle de ce reconfinement qui n'est pas tout à fait un confinement comme au mois de mars, mais qui est quand même appelé confinement? Oui. Alors moi, c'est vrai que ce qui m'interpelle, c'est que on est confiné, mais on a le droit de sortir pour travailler. Et ça, c'est vrai que finalement, les loisirs, non, mais le travail, oui. Et je me dis ça, c'est quand même un peu... C'est terrible pour les gens, en fait, qui sont finalement des robots, quoi. Tu vas travailler et puis tu rentres chez toi. Pour le coup, c'est vraiment métro, boulot, dodo. Et c'est assez terrible, je trouve. Mais bon, après, j'attends de voir comment les choses vont évoluer. Et après, peut-être qu'il faut ça pour que les gens se réveillent. Oui, après, on verra bien ce qui se passe. Mais je pense dans tous les cas que on crée notre réalité dans tous les cas. Enfin, c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais les personnes qui sont dans une pensée, on va dire, positive, etc., enfin, vont attirer le positif. Enfin, bon, c'est simple à dire, mais Oui, c'est pas si voilà. simple. En fait, moi, c'est pareil. Il y a une douzaine d'années, quand j'ai entendu parler la première fois de la pensée positive, j'étais animatrice radio à Tahiti et je reçois une dame qui faisait une conférence sur la pensée positive. Donc, je l'accueille dans mon émission, on parle de ça et elle me lance un petit défi. Elle me dit, ce week-end, il y a un stage, tu n'as qu'à venir. Je dis oui, oui, mais je disais oui à tous mes invités. Hein. Je n'y allais pas forcément. Et ce matin du week-end, je me réveille et je pense à elle et je me dis, je ne sais pas pourquoi, il faut que j'aille à son stage. C'était un stage d'un week-end. Et c'était beaucoup plus que de la pensée positive. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réflexions de gens comme ça qui disaient ouais, je vais bien, tout va bien, gna gna gna, machin. Mais c'est super difficile la pensée positive parce que quand on est dans une société où tout le monde pense autrement, quand on choisit finalement de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ben, il en faut de la force et de la persévérance pour pouvoir continuer à rester positif. Parce que ça, tout à l'heure, tu as utilisé le terme bisounours. Moi, je l'ai entendu 10 millions de fois. Oui, mais alors ton truc de bisounours. Et oui, mais est-ce que vous avez essayé de rester positif quand tout le monde autour de vous est négatif? C'est super compliqué. Donc là, aujourd'hui, c'est chouette parce que tu arrives, tu es dans un monde où il y a déjà beaucoup plus de gens qui sont positifs. Moi, il y a 12 ans, et c'était que il y a 12 ans. C'était encore rare d'entendre parler de coach, d'énergie, etc. C'était encore un peu, oui, un peu rare, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que je voulais plus parler aussi de ce qu'on appelle loi d'attraction finalement. C'est-à-dire que c'est énergétique aussi dans le sens où je ne sais plus trop ce que je voulais dire là-dessus en fait. C'est pas grave. Mais je pense que clairement des personnes qui vont avoir vraiment le nez dans le guidon et qui vont écouter que la télévision, qui vont risquent en fait clairement d'être embarquées dans des scénarios pas forcément heureux, quoi. Bon, là, je pense au vaccin, je pense à des choses comme ça. Bon, après, on verra bien, mais je pense qu'il faut aussi, à un moment, peut-être que les gens vont devoir faire un choix entre se faire vacciner ou aller travailler, ou se faire vacciner ou aller à l'école. Donc, on n'y est pas encore. Hein. Après, je suis pas voyante, mais je pense que des personnes qui sont justement tournées qui aspirent intérieurement à un monde plus heureux, mais même une vie plus heureuse, qui ont cette honnêteté-là de dire les choses comme ça, vont aller vers des scénarios, on va dire, heureux et positifs. Et puis d'autres personnes qui sont plus encore
dans l'ancien monde, un peu avec la violence, avec l'hypocrisie, qui sont dans des, je vais dire des basses vibrations, enfin des énergies, on va dire un peu, et qui vont écouter la télévision et compagnie, ça va être plus compliqué. Oui, ça va être compliqué. En fait, le changement est plus simple quand on le décide soi-même plutôt que quand c'est la vie qui nous l'impose, ça c'est certain. Mais est-ce que tu aurais des conseils de lecture, à part ton livre, bien sûr, aux gens qui sont curieux, qui ont peut-être pas encore eu d'éveil spirituel, est-ce qu'on peut parler de ça comme ça, mais en tout cas, qui entendent, mais qui sont encore très terre à terre, tu vois. Est-ce qu'il y a une lecture qui, toi, par exemple, t'a vraiment touché et montré, fait toucher du doigt autre chose? Alors là, un livre qui me vient, c'est le livre de Julia Hitel qui s'appelle Spiritualité et développement durable et société. Non, attends. Spiritualité et je crois que c'est société durable. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Comment s'appelle l'auteur? Je suis en train de le noter pour. Julia Hitel. Hitel, comme. D'accord, comme ça se prononce. Ok, ah bah, j'irai voir. C'est une collègue en fait qui a publié un livre aussi sur un peu la thématique des créatifs culturels dans la même maison d'édition que moi. Et c'est vrai que ça rentre un peu en résonance. Et sinon, beaucoup les livres de ma maison d'édition Yves Michel, où là, il y a vraiment beaucoup d'ouvrages sur société, économie, collapsologie, voilà, spiritualité, voilà. Cette maison d'édition est spécialisée dans ces thèmes? Ils sont spécialisés au sens large sur la thématique des créatifs culturels, on va dire. Après, il y a une autre maison que j'aime beaucoup, c'est Les Liens qui libèrent. Bon, tu nous donneras tout ça pour que l'on puisse partager, parce que c'est vrai que c'est chouette, des fois on a tellement d'infos, autant on n'en avait pas nous à notre époque parce qu'on n'avait pas internet, et nos grands-parents et parents encore moins, mais aujourd'hui l'information elle est disponible, on peut regarder des vidéos, on peut lire des articles, on peut même lire des livres sur internet, donc l'information étant tellement nombreuse, parfois ça arrête aussi les gens de se dire oh là là, j'ai pas envie d'aller chercher, et quand on leur offre aussi quelques lectures, quand on propose des choses, pour les gens c'est un peu plus simple. Oui, tout à fait. Ça circule très rapidement. Moi je lis énormément, ne serait-ce que sur Facebook, je tombe tout le temps sur des articles. Voilà. Mais dans mon livre, c'est vrai que je donne pas mal de ressources aussi sur notamment des magazines. Il y a un magazine qui s'appelle Oui Demain. Oui, il est super aussi, oui. Kaizen aussi. Bon, il y a plusieurs. C'est pas mal aussi les magazines, je trouve. Ça permet d'avoir une approche assez rapide sans pour autant lire un livre de A à Z. Oui. Est-ce que si tu devais donner un message aujourd'hui aux jeunes de ta génération ou même à tes parents et grands-parents, est-ce que ce message pourrait être le même pour tous ou ce serait un message différent? Ce serait le même. C'est vrai? Et ce serait lequel? Le même message. Quel message? Clairement, moi, ma philosophie, entre guillemets, c'est vraiment de poursuivre une quête vers le bonheur, quoi. Dit comme ça peut paraître bête, mais moi, je suis une éternelle insatisfaite. En fait, je suis tout le temps en train de chercher quelque chose une vie qui pourrait vraiment être épanouissante, quoi. Et je me dis, tant qu'on n'a pas trouvé ça, il faut continuer de chercher. Et je pense qu'aujourd'hui, les formes du travail actuel ne remplissent pas l'âme d'une certaine façon, ne répondent pas aux besoins de l'intériorité des personnes. La singularité des personnes ne peut pas être exprimée dans le champ du travail. Et ça, c'est problématique parce que finalement, le travail, c'est quand même, je sais pas, c'est une grande partie, oui, c'est une grande partie de notre vie. Oui, oui. Et pourtant, moi, je crois beaucoup à un réenchantement finalement du travail où les gens pourraient exprimer vraiment leur talent avec des personnes, une communauté de
pairs, entre guillemets, enfin, de personnes avec qui tu es vraiment, avec des âmes sœurs en fait. Hein, avec des personnes avec qui tu es vraiment en résonance au quotidien. Et moi, à l'heure actuelle, c'est vrai que je suis un peu dans mon coin, j'écris dans mon coin. Là, j'essaye toujours, ça fait 5 ans, enfin 4 ans que j'essaye de mettre en place mon projet de façon durable. Et pour l'instant, j'arrive pas en fait à trouver vraiment de l'argent pour que ça puisse. Mais là, encore une fois, tout ce qui est crowdfunding, les cagnottes là, que l'on voit fleurir en ligne, il y a tellement de projets. Parfois, moi, j'utilise Lilo pour mon moteur de recherche parce que c'est un peu plus. On dit que c'est plus écologique d'utiliser Lilo que Google, par exemple. Mais si on creuse justement et on va sur ce lien, sur ce moteur de recherche, on peut avoir pléthore, enfin des milliers de projets. Et après, il faut en choisir un. Oui. C'est compliqué. C'est sûr. Après, c'est sûr que là, dans mon cas, c'est même pas des collectes qu'il faut que je fasse, c'est qu'il y ait vraiment des investisseurs qui investissent dans mon projet. C'est vrai que moi, je suis pas issue j'ai pas fait d'école de commerce, donc c'est vrai que c'est encore c'est un univers, c'est une logique de pensée qui est quand même différente de la mienne. Moi, je suis plus littéraire, je suis plus dans l'écriture, dans la culture, l'art, etc. Et c'est difficile de créer sa boîte en étant poète intérieurement, en fait. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas avec. Il y a un truc qui sonne pas tout à fait. Ouais. Mais j'ai envie de dire, parce que tout à l'heure, j'avais commencé cette émission avec ta lettre au ministre de l'Éducation. Souvent, c'est aussi le cas pour tous ceux que tu cites dans cette liste, notamment les praticiens, qu'ils soient magnétiseurs ou qu'ils fassent plutôt de l'homéopathie, etc. Souvent, il y a aussi ce côté de je suis un praticien ou un thérapeute en bien-être et j'ose pas demander de l'argent à mes clients, ou on peut pas dire patients, mais à mes clients. Et donc, là aussi, il y a un décalage. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça datait de l'ancien monde, et peut-être qu'aujourd'hui, justement, il faut arriver à changer ça. On n'est plus dans... peut-être que ça marchait en 1800 et des brouettes, si je te donnais un quignon de pain contre un soin, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On est dans une vie moderne, une civilisation moderne, où il faut bien payer son loyer, son électricité, son téléphone, son Internet, enfin voilà. Donc, il faut se réconcilier avec ce côté économique aussi. Oui, moi, clairement, je vois beaucoup de coachs en développement personnel ou des praticiens en médecine douce, etc., qui deviennent auto-entrepreneurs et enfin, freelance, et qui lancent leur petit business, quoi. Après, c'est vrai qu'il y en a qui s'enrichissent beaucoup avec ça, pour le meilleur ou pour le pire. Et l'argent pour toi, ça sert à quoi? Ah bah moi clairement, si j'avais de l'argent, j'aiderais les autres, quoi. Enfin déjà je m'aiderais moi-même. et pour moi c'est vraiment un moteur enfin c'est une possibilité en fait de matérialiser concrètement. Pour moi c'est la possibilité de créer des projets en fait. C'est un outil. De faire naître des choses concrètement. Bah oui complètement. Mais après c'est vrai que moi je crois beaucoup en fait à l'argent, à réenchanter l'argent en fait, c'est-à-dire clairement, moi j'aimerais être millionnaire pour pouvoir mettre en place clairement tous mes projets, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est aussi ce que permet l'entrepreneuriat social en fait. Hein. Moi, clairement, ma problématique, c'est que je vends pas. Enfin, c'est-à-dire, j'ai pas envie de vendre. C'est un truc que j'aime pas. Et là, quand on est parti au Maroc avec les jeunes, ils ont payé 400 € pour 15 jours de voyage, ce qui est rien du tout. Et il y avait des jeunes, en fait, et clairement, ils n'auraient pas pu mettre plus. Ils n'auraient pas pu mettre 1000 €. Et aujourd'hui, ces gens-là sont mes amis proches. Et je me dis, mais attends, j'ai pas envie que ça devienne des voyages pour des jeunes riches, en fait. Enfin, de riches, pas riches, mais j'ai envie que ça puisse profiter à tout le monde, et notamment des jeunes qui ont moins d'argent.
qui sont pas forcément chez papa-maman, voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, clairement, je suis utopiste dans le sens où j'attends en fait de trouver le mécène qui va faire que les choses. C'est l'histoire de la philanthropie, hein, toujours, hein, de philanthropes qui vont donner sans rien attendre en retour, d'une certaine façon. Et c'est vrai que ça, c'est pas facile à trouver. Qui sait, voilà. Il y en a peut-être un qui va regarder cette oui, émission. Oui. On le souhaite en tout cas. Après, ouais. C'est vrai que moi, j'ai été candidate aux élections présidentielles aussi en 2017. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues vers moi et qui m'ont aidé, notamment à mettre en place plusieurs projets. Et donc, c'est une initiative qui s'appelle laprimaire.org, qui a été créée par 2 personnes. Donc, l'objectif, c'est de faire émerger un candidat citoyen aux élections présidentielles. Et donc, on a une rennaise qui s'appelle Charlotte Marchandise qui a gagné cette primaire en ligne, qui a eu en fait 250 parrainages de maires sur 500. Donc, si elle avait eu, il lui manque encore quelques signatures et elle aurait pu, on aurait pu mettre son nom en fait dans l'urne. Donc, elle se représente pour la prochaine ou c'était juste une expérience? Je sais pas. Je sais pas encore. Et toi? Peut-être. Ah. Je me dis que c'était une très belle aventure et en fait moi ça a été vraiment un espace de créativité parce que c'est comme si j'avais pu présenter sous une autre forme ce que j'avais présenté dans mon livre. En fait, les idées que j'avais présentées dans mon livre, je pouvais les présenter sous la forme d'un programme de société, enfin d'un programme présidentiel, mais finalement d'un projet de société. Et finalement, c'est un peu ce dont il est question hein, sur la thématique des créatifs culturels. Finalement, on propose un autre modèle de société dans tous les secteurs, que ce soit au niveau économique, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, voilà. Donc après, tout ça, je l'aborde dans mon bouquin. Donc au niveau de l'éducation, ça va être tout ce qui est les pédagogies Montessori, Freinet, qui vont valoriser finalement la créativité, l'autonomie, enfin autre chose que finalement la salle de classe classique où on est un peu passif. Aujourd'hui, c'est clairement même dans la société ce qui se passe. On est passif aujourd'hui. Hein. On est pris, le gouvernement prend des décisions et puis on doit les suivre à la lettre et on n'a pas droit au chapitre. Hein. On est pris, on est maternisé, encore que maternisé, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais. Materné. Materné, voilà. Merci. Mais oui, on est clairement pris individuellement, tous comme des enfants, ne pouvant pas prendre de décision pour nous-mêmes. Il y a un peu de ça peut-être, oui. Et je pense qu'il y a vraiment besoin que Je pense que une des clés, c'est... Tu me demandais tout à l'heure quel message, mais je vais dire suivez vos rêves, mais à un moment, ça a ses limites aussi. Et donc, mais quand même, j'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire résister, quoi, en fait. Faut vraiment... Faut pas, en fait... s'enfermer dans une routine qui nous convient pas, quoi. C'est ce que chantait France Gall quand elle chantait Résiste, en fait, hein, finalement. J'ai failli la chanter, je me suis dit, oh non, quand même pas. C'est bien, on est connectés. Hein. Bon, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Ariane? Ben, je crois que ça y est, j'ai fait le tour. Je parlais tout à l'heure donc de cette candidature aux élections. Peut-être 2022, tu pourras voter pour moi, je ne sais pas encore. Qui sait? Mais est-ce que les gens votent vraiment pour un programme, toi qui es sociologue, est-ce que les gens votent vraiment pour un programme ou pour quelqu'un? Parce que clairement, on voit bien aussi que les programmes, de toute façon, quand ils sont annoncés, ils sont magnifiques. Et puis en fait, on s'aperçoit que la plupart des politiques ne tiennent même pas leurs promesses. Donc aujourd'hui, est-ce que les gens qui vont voter prennent vraiment compte les programmes? D'un point de vue personnel, moi, ce que je pense, c'est que la personne, ça joue beaucoup. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que je ressens en fait quand j'écoute quelqu'un parler. Enfin,
son expression, sa façon d'être. Enfin, on dégage quelque chose en fait, hein, quand on parle, quand on voilà. Donc moi, je pense que ce que dégage un futur candidat, enfin un candidat aux élections présidentielles, c'est primordial, quoi. Après, bien sûr, les idées, elles sont, enfin, de toute façon, on incarne, c'est le fond, la forme, enfin. Les idées, elles sont connectées à la personne qui les porte. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont pas justement un peu désabusés, et même nous, hein, notre génération et la plus vieille, est-ce qu'on n'est pas un peu désabusé par rapport aux élections en se disant finalement à quoi bon? Ben, je pense que oui, il y a beaucoup de ça. Après, il y a des gens qui y croient. Il y a vraiment de tout, hein. Il y a des gens qui continuent d'y croire et d'autres qui sont un peu désabusés, quoi. Donc, ton message final, c'est allez-y, allez voter pour 2022 de toute façon. Je crois qu'il faut vraiment oser, en fait. Tu vois, moi, ça a été vraiment un leitmotiv dans ma vie, c'est de me dire, ben, en fait, j'y vais, quoi. C'est-à-dire, franchement, j'étais candidate, enfin, j'ai fait cette candidature-là, enfin, je suis arrivée dans les finalistes, donc ça aurait pu me mener à un truc sérieux, enfin, je veux dire, voilà. Et je veux dire, moi, il faut y aller avec le cœur, quoi. Enfin, faut pas avoir peur, quoi. Faut vraiment se lancer. Et de toute façon, après, la vie, elle fait. Enfin, quand on y croit, quand on croit vraiment à sa puissance créatrice, en fait, finalement, bah, les choses, elles se mettent en place. Ça se met en ordre, quoi. Ouais. Ça se met en place. Et moi, j'ai vraiment à chaque fois, je me suis pas dit, clairement, après mes études, j'aurais pu faire une thèse et me retrouver prof. Voilà, et je savais que j'avais pas envie de ça parce que je trouvais ça déprimant en fait. Il y avait un truc qui me déprimait dans ce scénario-là. Quelque chose d'un peu trop déjà dessiné peut-être, non? Ouais, et puis je sais pas, j'avais vraiment envie j'avais besoin d'exprimer une créativité qui ne peut pas s'exprimer dans un cadre plus classique. Alors j'espère en fait que la société va aller vers une ouverture ou des profils comme le mien qui sont clairement atypiques, oui. Voilà, vont pouvoir en fait apporter une contribution dans des formes classiques sociales. Et c'est pour ça que je me dis, s'il y a un nouveau leadership, peut-être que quelque chose de nouveau peut émerger et que les profils atypiques puissent vraiment trouver une place et sortir de l'isolement, parce que c'est ça au final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui deviennent freelance et auto-entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas trouvé dans le salariat une forme d'épanouissement. Et c'est dommage parce que l'idée du salariat aussi, c'est l'idée de travailler en équipe, d'être en équipe au service d'une vision. Et moi, j'adore travailler en équipe finalement. Enfin, c'est ce que je te disais avec l'histoire des âmes sœurs, quoi. C'est-à-dire au quotidien, bah, trouver des gens avec qui on est en résonance et d'être nourri par ces gens-là et de pouvoir apporter une contribution positive à la société, c'est un cadeau, quoi. Voilà. Eh ben, merci mille fois, Ariane, d'être ce cadeau aussi hein, pour nous tous, parce que c'est important, on a besoin, c'est vrai, de gens comme toi, de gens qui ont aussi fait des études. Moi, j'ai arrêté par exemple l'école en seconde et j'ai repris l'école beaucoup plus tard quand j'avais quasiment 40 ans. J'étais fâchée entre les deux, je me disais non, ça sert à rien l'école. En fait, ça sert à beaucoup de choses, mais voilà, j'avais besoin de faire une pause. Ça a été une longue pause. mais parfois, justement, quand on a des gens comme ça qui ont fait des études comme toi, vous avez une certaine façon d'expliquer les choses, une certaine connaissance et puis il faut vulgariser des sujets qui nous paraissent tellement compliqués, donc il faut pouvoir en parler simplement. Et parfois, il faut avoir fait plusieurs études. Et toi, tu as eu des études poussées, notamment sur certains sujets, tu nous l'as dit tout à l'heure. Donc, merci mille fois pour ce beau cadeau. Merci, Ariane. Merci à toi. Merci.